Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, le Premier ministre éthiopien tente de rétablir l'autorité du gouvernement fédéral dans la région du Tigré, dirigée par le Front de libération des peuples du Tigré, qui le défie depuis des mois. La situation s'est d'ailleurs envenimée. Le 5 novembre, le gouvernement fédéral a décrété l'état d'urgence dans le Tigré et a lancé une offensive contre les forces du TPLF. L'opinion publique craint une guerre civile. Au Burkina Faso, la Commission électorale nationale indépendante a échangé avec les partis et formations politiques ce lundi 9 novembre. Rencontre qui vise à informer les partis sur l'état d'avancement technique de l'organisation des élections couplées du 22 novembre 2020. Et puis la Somalie fait partie des 3 pays qui bénéficieront du financement de 17,2 millions d'euros débloqués par l'Union européenne pour améliorer son système de santé. La Somalie, déjà victime de plusieurs crises, pourra ainsi renforcer également sa lutte contre la propagation du coronavirus. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, les tensions politiques liées au scrutin présidentiel du 31 octobre continuent de faire des victimes. Depuis ce lundi 9 novembre, une douzaine de personnes au moins ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans plusieurs localités du centre-est de la Côte d'Ivoire. Un bateau, une manifestation contre le 3e mandat du président Alassane Ouattara a dégénéré en affrontement entre communautés Agni et Malinké. Affrontements inédits qui ont fait au moins 3 morts et 26 blessés, dont plusieurs grièvement. Rappelons que plus d'une cinquantaine de personnes ont perdu la vie depuis début août dans des violences politiques qui de plus en plus prennent un tour communautaire. La situation ne cesse de se dégrader également entre Addis Abeba et Mekele, la capitale de la région du Tigré en Éthiopie. Les affrontements entre les troupes du Front de libération du peuple du Tigré et les troupes fédérales font désormais craindre un long conflit dévastateur. Va-t-on vers une guerre civile en Éthiopie? Le Premier ministre Abiy Ahmed assure que non, même si le 5 novembre, des opérations militaires ont été lancées par le gouvernement fédéral dans la région dissidente du Tigré. Le point dans ce sujet de la rédaction. Voir l'Éthiopie sombrer dans un long conflit, c'est l'inquiétude de la communauté internationale. Depuis le début du mois de novembre, le 2e pays le plus peuplé d'Afrique est embourbé dans un différend opposant l'armée fédérale au Front de libération du peuple de Tigré. Mais le Premier ministre Abiy Ahmed se veut rassurant concernant l'opération militaire menée dans cette région dissidente. Les inquiétudes sur le fait que l'Éthiopie va sombrer dans le chaos sont infondées et résultent d'une incompréhension profonde de notre contexte. Notre opération de maintien de l'ordre en tant qu'État souverain capable de gérer ses affaires internes se terminera sous peu en mettant fin à l'impunité existante. Les combats s'étendent le long de la frontière entre le Tigré et la région d'Amara, qui soutient le gouvernement fédéral, ainsi que près de la frontière avec le Soudan et l'Érythrée. Ces affrontements ont déjà fait des centaines de pertes en vies humaines, d'après plusieurs sources militaires. Sont à dénombrer parmi les victimes des soldats, mais aussi des civils. Ce jour-là, nous avons entendu beaucoup de coups de feu. Tout le village a paniqué. Mais, grâce aux forces spéciales régionales d'Amara et aux miliciens, ils ont pu sauver beaucoup de vies des forces de défense nationale. Le lauréat 2019 du prix Nobel de la paix semble déterminé à mener à terme l'offensive militaire lancée depuis le 4 novembre dans la région du Tigré. 4 jours après le début de cette intervention, le Premier ministre éthiopien a d'ailleurs pris une importante décision, celle de limoger le chef de l'armée, le général Adem Mohamed, pour le remplacer par son chef adjoint, le général Berhanou Djoula. Dans l'actualité également, les chefs de clan, les sultans, les préfets et même les représentants des groupes armés, dont Abdoulaye Hissène, leader du FPRC, étaient réunis à Bangui ce mardi 10 novembre à l'initiative du chef de l'État, Faustin Archange Touadéra. Une première depuis le conflit de 2013, cette rencontre a permis la signature d'un pacte de réconciliation pour la zone nord-est du pays qui est toujours en proie à des troubles réguliers. Au Burkina Faso, les préparatifs des échéances électorales du 22 novembre étaient au cœur de la rencontre qui a eu lieu ce lundi 9 novembre entre la CENI et les hommes politiques. Le président de la CENI, Newton Ahmed Barry, a notamment invité les candidats à respecter les consignes de sécurité. Le point dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. À Ouagadougou, ce lundi 9 octobre, dans la salle de réunion du ministère des Affaires étrangères, il était inscrit à l'agenda de la rencontre entre les acteurs du processus le bilan de l'organisation du prochain scrutin.
Pour Newton Ahmed Barry, le président de la CENI, les préparatifs vont bon train, malgré le nombre important de partis en lice. Les circonscriptions les moins courues, c'est 28 partis. Donc c'est ça notre problème aujourd'hui en termes d'opérationnalisation des centres de compilation. Sinon le reste ne devrait pas nous poser de problème. Au total, 152 partis ont soumis des candidatures pour les législatives, tandis que 13 candidats sont en compétition pour le palais de Kosiam. 21 155 bureaux de vote à travers le pays ainsi qu'à l'extérieur devraient ouvrir. Le matériel lourd, notamment les isoloirs et les urnes, sont en cours de déploiement. Cependant, l'autre enjeu de ces élections, c'est la tenue du scrutin dans les régions les plus difficiles au plan sécuritaire. Quand, par exemple, on dit qu'il y a un certain nombre de bureaux qui ne seront pas ouverts du fait de la situation sécuritaire, vous avez suivi vous-même la réponse du président de la CENI. Bon, vraiment, nous ne sommes pas convaincus. Dans son point, il est ressorti que la CENI est presque prête. Voilà, et il nous a dit que d'ici le 16, ils vont commencer à acheminer tout le matériel électoral dans les communes et attendre maintenant 72 heures avant d'amener dans les bureaux de vote. La proclamation des résultats se fera par commune, a rappelé le président de la CENI aux acteurs, tout en rassurant que son institution jouera sa partition dans le strict respect des dispositions réglementaires en vigueur. Il a appelé les acteurs à œuvrer pour le renforcement de la démocratie. La 52e Assemblée générale annuelle de l'Association des compagnies aériennes africaines s'est clôturée ce mardi 10 novembre en Angola. L'impact de la pandémie de Covid-19 sur le secteur aérien était notamment au cœur des discussions. Les participants se sont penchés sur les stratégies de relance à mettre en place après la pandémie de Covid-19 qui continue de paralyser l'industrie. Nathalie Mo. Fortement touché par la pandémie de Covid-19, le secteur aérien africain a besoin de reprendre son envol. Le sujet est au cœur de la 52e Assemblée générale annuelle de l'Association des compagnies aériennes africaines qui a débuté ce 9 novembre 2020 en Angola sous le thème « Redéfinir le transport aérien pour une nouvelle ère ». L'enjeu, définir une nouvelle feuille de route pour le transport aérien africain. Notre association a pris depuis le début de la pandémie au niveau du mois de mars, beaucoup d'initiatives justement pour faciliter la reprise de l'activité aérienne par nos compagnies africaines, aussi faciliter le redressement des compagnies après le Covid-19. Nous pensons que nous ne reviendrons pas au niveau d'activité de 2019 avant 2 ou 3 ans. Et cela exige des compagnies aériennes et tous les acteurs de l'industrie des actions concertées pour accompagner le secteur de l'aviation en Afrique. Les experts réunis pendant 2 jours examinent les stratégies pouvant permettre de faire face aux impacts du Covid-19 et d'entamer une nouvelle ère pour l'industrie. Autre axe de discussion, les tendances de la relance du transport aérien et les fondations pour le continent, l'alignement des secteurs du tourisme et du transport aérien en vue de la relance et la reprise des activités après 2020. Il est important que pour pouvoir redémarrer, les compagnies aériennes puissent avoir accès au soutien financier nécessaire. Le soutien financier, je le rappelle, ne veut pas dire forcément des dons. Ça peut être des aménagements pour les paiements de certaines charges supportées par les compagnies aériennes. Ça peut aussi être des prêts à des conditions préférentielles qui puissent permettre aux compagnies de renouer avec leur activité. Il est aussi important pour la reprise qu'il y ait une harmonisation et une reconnaissance mutuelle des protocoles sanitaires qui existent dans les différents pays. La nouvelle feuille de route du secteur aérien en Afrique visera à sauver ce domaine qui soutient 6,2 millions d'emplois et contribue à 55,8 milliards de dollars au produit intérieur brut du continent. Selon le secrétaire général de l'Association des compagnies aériennes africaines, Abderrahmane Berté, l'aviation en Afrique est un secteur à croissance rapide, très prometteur pour la prospérité économique du continent.
17,2 millions d'euros pour les systèmes de santé en Somalie, au Soudan et au Soudan du Sud. Une aide financière accordée par l'Union européenne via l'intermédiaire de son fonds fiduciaire d'urgence. La Somalie, déjà en difficulté, bénéficiera de 5 millions d'euros de ce fonds pour renforcer sa riposte, notamment contre la pandémie de coronavirus. Nelly Bessa. Appui à la lutte contre la Covid-19 en Somalie. Ce pays de la Corne de l'Afrique bénéficie d'un soutien financier de 5 millions d'euros du Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique pour soutenir la préparation au Covid-19. Ces fonds sont destinés aux personnes vulnérables ainsi qu'à renforcer le système de santé du pays. Un montant de 5 millions d'euros permettra d'aider la Somalie à faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19 en protégeant notamment les personnes les plus vulnérables, les réfugiés et les personnes déplacées, en renforçant l'observation épidémiologique dans les établissements de santé et en améliorant la gestion des cas. Dans le cadre de la pandémie du coronavirus, la Somalie a enregistré 56 décès et 1421 cas confirmés. Le pays est maintenant confronté à une épidémie potentielle de choléra suite aux récentes inondations. Les humanitaires déclarent que celles-ci ont contraint 412 000 personnes à quitter leur maison. L'investissement est donc également destiné à répondre aux besoins fondamentaux des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Le Fonds fiduciaire d'urgence de l'UE pour l'Afrique, plus particulièrement pour la Somalie, permet à l'État de se permettre un confinement plus flexible afin de limiter la propagation du virus et aussi à la réduction autant que possible de l'impact économique du Covid-19 dans le pays. Ce fonds est alors plus qu'essentiel pour renforcer le système de santé, mais aussi de soutenir l'économie qui est déjà affaiblie par de nombreuses autres crises auxquelles le pays fait face. Depuis que la Covid-19 a été déclarée en Somalie, les partenaires au développement du pays ne cessent de fournir de l'aide humanitaire et sanitaire. Précisons que le pays avait déjà bénéficié d'un investissement de 137,5 millions de dollars de la Banque mondiale visant à aider la Somalie à faire face à ces multiples crises. L'actualité sportive à présent avec les 3e et 4e tours des éliminatoires de la CAN 2022 qui aura lieu au Cameroun. La CAF met l'accent sur la sécurité des joueurs à cause de la Covid-19. Plusieurs officiers seront mobilisés pour veiller au bon respect des règles. José Douglas. Les éliminatoires de la CAN 2022, le 3e et 4e tour ont lieu du 11 jusqu'au 17 novembre 2020. Sachez que la CAF a décidé de renforcer le dispositif de sécurité des matchs. Toutes les associations membres ont été informées par ce nouveau protocole de sûreté et de sécurité imposé par la pandémie de Covid-19. Une soixantaine d'officiers nationaux de sécurité et d'officiers de sécurité de la CAF ont pris part aux travaux. Plusieurs points ont fait l'objet d'une présentation du chef de département de sécurité et sûreté de la CAF. Notre objectif est de garantir l'uniformité des opérations de sûreté et de sécurité dans toute l'Afrique en mettant l'accent sur le fait que les matchs se déroulent dans un environnement sûr et sécurisé. Nous sommes conscients de l'énorme tâche qui nous attend, en particulier réussir à maintenir les spectateurs et les fans loin des stades. Au vu de ces conditions, nous avons ressenti le besoin de guider tous les officiers nationaux de sécurité et sûreté ainsi que les officiers de sécurité et sûreté de la CAF sur les meilleures pratiques. Les officiers recevront un protocole détaillé et spécifique à chaque match qui les guidera durant les différentes étapes de l'organisation des rencontres, donc prévues entre le 11 et 17 novembre. La protection des joueurs et des officiels avant, pendant et après les matchs est d'une grande importance dans nos opérations. Nous devons assurer une coordination efficace entre les officiers de sûreté et de sécurité et tous les autres agents de santé qui seront impliqués dans l'organisation de chaque match. Depuis la création en février 2019 du département de sécurité, la CAF collabore étroitement avec les officiers de sécurité des associations membres à travers des réunions, séminaires et formations. Sont au programme des séances de renforcement de capacité en conformité avec les objectifs de l'organisation dont le but est d'inscrire la sécurité et la sûreté des acteurs du football comme une priorité absolue de son action. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.